Notre sujet, les multipotentielles sources de talent et d'innovation face aux défis d'un monde complexe. C'est une question qu'on pose. Donc, quels sont les défis et les enjeux aujourd'hui des entreprises? Parlons d'abord du contexte. Alors, toutes les entreprises s'accordent pour dire qu'aujourd'hui, le véritable enjeu majeur de la gestion des capitaux humains, c'est à la fois d'attirer les meilleurs talents, mais dans un contexte de pénurie, voire même un peu violemment de guerre des talents, et en même temps d'être en mesure de faire évoluer ces talents pour les adapter aux besoins actuels, mais aussi futurs. Or, les entreprises évoluent dans un monde qui change beaucoup, et surtout très vite, et dans un monde qu'on appelle notamment VUCA. VUCA pour V comme volatilité, avec des changements rapides très inattendus, qui nécessitent une forme d'agilité. U comme uncertainty, incertitude, nécessité aussi de s'adapter par rapport à une incertitude et à un changement qui est totalement permanent. C pour complexité, qui suppose donc d'avoir une capacité de pensée critique pour pouvoir justement simplifier et trouver des solutions autres que celles qu'on connaît habituellement, aussi plus de créativité. Et également A pour ambiguïté, et là l'enjeu c'est de savoir connecter très rapidement un tas d'informations mises à notre disposition pour pouvoir trouver la bonne situation ou en tout cas clarifier la situation. Donc on voit que les besoins de ce monde VUCA, enfin les enjeux de ce monde VUCA vont plutôt impacter les besoins des entreprises qui font qu'on ne peut plus finalement penser comme avant de manière traditionnelle et qu'il y a un véritable bouleversement justement du fonctionnement qui est nécessaire. Et ce qui était finalement jusqu'à présent plutôt considéré comme étant atypique, voire marginal, en dehors de la norme, devient aujourd'hui très étonnamment, si vous regardez la presse, finalement on a l'impression que les entreprises mettent de côté le diplôme, le parcours type, et veulent des gens complètement atypiques, complètement différents. Donc effectivement, ce changement de paradigme fait que d'un monde de conformité où l'intelligence logico-mathématique prédominait, on arrive à finalement un besoin de valoriser d'autant plus le savoir-être, les soft skills, et finalement d'aller attirer des gens qui sont singuliers, qui sont différents, qui vont justement être capables d'apporter leurs différences et d'apporter un point de vue qu'on n'a pas forcément aujourd'hui dans l'entreprise. Donc l'enjeu, et on le voit d'ailleurs dans certaines réflexions de la gouvernance, on crée des shadow comex, on crée des structures ad hoc pour pouvoir amener les dirigeants à réfléchir. L'enjeu, ce serait peut-être d'intégrer cette diversité au sein même de la gouvernance plutôt que de la mettre à côté, mais ça c'est un autre débat. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette recherche de profils atypiques, on voit aussi qu'il y a une évolution des compétences recherchées donc pour les soft skills, qui a été d'ailleurs présentée lors du World Economic Forum, où le top 10 des compétences place par exemple, fait naître en tout cas en 2020, alors qu'en 2015, elle n'était même pas présente dans le top 10 des compétences recherchées, la créativité. La créativité arrive dans les top 10 des compétences recherchées en 3e position. Et autre élément intéressant, c'est la flexibilité cognitive, qui elle-même arrive en top 10. Elle n'était pas présente en 2015. 2015-2020, en 5 ans, on voit déjà le changement très rapide. Et en même temps, l'intelligence émotionnelle, dont on parle beaucoup, passe de la position 10 en 2015 à la position 6 en 2020. Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement, toutes ces nouvelles compétences qui sont valorisées aujourd'hui comme étant celles dont l'entreprise a besoin pour affronter ce monde VUCA, est-ce que ça n'amène pas une réflexion justement sur les critères de sélection des candidats? Et c'est un peu la question que j'ai envie de poser à nos invités, que je remercie d'être présents. Je commencerai par Hugo Catherine, vous êtes le DRH de Talent. Qui dit talent dit que vous êtes aussi, en tant que prestataire de services, amené à recruter un grand nombre de candidats pour des prestations de services chez vos clients et donc dans le cadre de vos objectifs de transformation digitale dans les projets que vous menez. On imagine bien que dans le contexte VUCA et du changement profond et bouleversant des entreprises, que même l'intelligence artificielle va sans doute amener aussi une réflexion sur les compétences recherchées, peut-être
Avez-vous des exemples? Est-ce que ça transforme le regard que vous portez sur les critères que vous utilisiez jusqu'à présent? Bonsoir à tous. Oui, tout à fait. Donc, sur l'impact, pour faire simple, de l'intelligence artificielle sur notre manière d'envisager les compétences dans notre environnement numérique, technologique. Évidemment, la puissance des intelligences artificielles aujourd'hui est croissante et pose un vrai sujet en fait sur les compétences humaines. Au départ, on est parti d'intelligence artificielle qui était sur des schémas assez simples ou assez spécialisés ou assez répétitifs. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle monte sur des modèles beaucoup plus complexes et beaucoup plus évolutifs. Si je peux me permettre un petit détour par la Corée, vous avez peut-être vu il y a quelques années que l'intelligence artificielle avait réussi à vaincre le champion du monde de jeux de Go. Ça, c'était il y a 2 ans. Et il y a 1 an, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui a battu à plat de couture l'intelligence artificielle qui avait en effet détrôné 5 parties à 1 le champion du monde. Donc on voit bien que sur même des sujets très complexes, comme un sujet de jeu stratégique comme le jeu de Go, nos compétences humaines sont questionnées. En revanche, il y a quelque chose qui est intéressant dans le jeu de Go, c'est que aujourd'hui, l'état des lieux, c'est que on peut dire que l'intelligence artificielle, si elle est performante dans le jeu de Go, finalement, elle ne sait pas pourquoi elle joue au jeu de Go. Et même intrinsèquement, elle ne sait pas ce qu'est le jeu de Go. Et donc on voit qu'en posant la question de cette manière-là, on se situe du côté des questions du sens en fait des tâches et des activités qui sont les nôtres. Et ça repositionne l'homme vers des sujets que vous avez évoqués, qui sont notamment la dimension de sens critique, la vision globale qu'on peut avoir des sujets et la créativité. Donc une déclinaison de cet aspect-là au niveau RH, mais on arrive rapidement sur ce qu'on appelle les soft skills, en effet, et on a finalement une logique peut-être de substitution de l'intelligence artificielle, mais aussi parallèlement une logique de repositionnement des compétences humaines par rapport à ces évolutions-là. En complément de ce repositionnement, je pense qu'on a une logique aussi d'association. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose qui se déploie sur tous les secteurs d'activité, tous les métiers. On a été un petit peu perturbé par certaines études qui nous ont dit que certains métiers allaient disparaître et d'autres pas. Je pense que la réalité est beaucoup plus complexe. Je pense que si on se situe au niveau des tâches ou des activités, tous les métiers, tous les domaines sont impactés fortement. Ça veut dire qu'il est absolument indispensable pour tout collaborateur, quel que soit son métier, qu'il soit sur une dimension technologique ou même sur des fonctions internes de l'entreprise, DRH, DAF ou autre, il doit être en capacité aujourd'hui d'associer ses compétences à l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment une logique d'association, et si on va même plus loin, je pense qu'on a même une logique d'augmentation. Enfin, je ne veux pas rentrer dans un débat sur le transhumanisme, parce que là, ça nous éloignerait peut-être un petit peu du sujet, mais augmentation parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la formule gagnante, c'est une formule combinatoire, intelligence humaine plus intelligence artificielle, qui donne des résultats beaucoup plus intéressants que l'intelligence artificielle seule, ou l'intelligence humaine seul. Tout dépend de quelle intelligence on parle, évidemment. Malika, vous êtes Chief Digital Officer de Ipsen Pharma, laboratoire pharmaceutique. Vous construisez la transformation digitale du laboratoire. Et vous évoquiez en préparant cette table ronde que vous étiez face à une très forte pénurie, voire une guerre de talents. Et que du coup, vous étiez amené aussi à ouvrir d'autres types de profils. Alors, en même temps, on sait que pour conduire des projets, on n'est pas dans une logique de diminution de l'excellence, mais jusqu'à quel point on peut dépasser finalement le critère de sélection porté sur le diplôme, sur la technique, pour s'intéresser justement vers des soft skills ? Ben, je pense que, alors, on est effectivement dans une guerre des talents, et puis on lutte tous autant que nous sommes sur les mêmes types de profils. Quand on est dans des départements informatiques ou digital, on cherche tous globalement les mêmes personnes, les mêmes profils, etc. Donc comme on ne les trouve pas, et puis en fonction de la taille de son entreprise, de sa visibilité, parce que mon voisin de chez SNCF aura plus de chances que moi de recruter, parce qu'on n'est pas sur les mêmes tailles ni sur les mêmes segments, on va être obligé de toute façon de regarder de façon beaucoup plus précise les candidatures qui vont venir à nous, pour pouvoir faire un petit peu la part entre
la technique et l'expertise sur le métier ou sur les orientations qu'on voudra donner, et puis la compétence ou les savoir-être ou les soft skills qui vont peut-être faire la différence et nous permettre de nous dire, dans un monde qui est assez incertain, parce que même quand on monte une équipe digitale, l'avoir monté ces 3 dernières années, il y a 3 ans, je ne savais pas où on atterrirait aujourd'hui, je ne savais pas sur quel produit on travaillerait aujourd'hui, je ne savais pas comment la technologie allait évoluer. Donc forcément, on est obligé de s'ouvrir à des compétences et à des profils qui sont très agiles intellectuellement, capables de capter très très rapidement le sens du temps et l'intégration entre comment évoluent les modèles business, comment évolue la technologie et quel est le nouveau produit ou service que je pourrais mettre en place au service de mes clients. Dans la pharma, c'est au service des patients, mais aussi au service des professionnels de santé. Ce qui fait que quand on recrute, eh bien, on va avoir tous ces éléments en tête pour se dire, bon, je ne vais pas avoir, c'est quand même très très rare d'avoir pile poil celui qui nous conviendrait, qu'on appelle en général le mouton à 5 pattes, 6 pattes, etc. Mais finalement, quand on s'écarte un peu des profils très classiques, on arrive à trouver des personnes qui vont nous surprendre, parce qu'elles ont ces soft skills et sur lesquelles on va pouvoir alors soit les aider et les accompagner sur les aspects techniques et méthodologiques, parce que ça s'apprend, c'est pas très compliqué, mais qui vont vraiment nous apporter de la valeur sur justement leurs soft skills. Oui, d'autant que la technique a aussi une forme d'obsolescence de toute façon. Donc, ah bah oui, là, ce sur quoi on développait il y a même 5 ans, c'est pas les mêmes technos qu'on utilise aujourd'hui, ni celles, et on sait même pas ce qui va arriver demain, donc c'est pas la peine de se focaliser là-dessus. Il faut être capable de comprendre comment on développe, de comprendre comment on pilote un projet, de comprendre surtout le besoin du client final, la problématique que l'on cherche à résoudre et se concentrer sur comment je résous cette problématique. Et ensuite, c'est la créativité, l'agilité, la curiosité qui va faire la différence. D'accord. Merci Malika. Cyril Garnier, vous êtes directeur général de SNCF Développement. Donc vous êtes dans une démarche en fait d'identification d'entrepreneurs et d'accompagnement en fin de des compte, entrepreneurs. faut prendre l'histoire. En 2009, on était soumis à une grosse crise sur différents territoires et on fermait des sites dans des conflits sociaux relativement importants, ce qui nous rappelle un peu certains événements en ce moment. Et je venais de me faire dégager d'une autre filiale SNCF et la DRH me dit viens, on a besoin de créer une équipe pour résoudre ce sujet de conflits sociaux. Et on dit on va créer une filiale pour accompagner la mutation des territoires. Et pour faire ça, il faut créer de l'emploi. Et donc il a fallu qu'on cherche une compétence, c'est trouver des gens capables de créer de l'emploi. C'est pas évident à trouver, surtout lorsqu'on est en 2009-2010. Et donc on a créé une filiale de développement économique. Et notre boulot a été de chercher des gens un peu différents, capables de créer de l'emploi, d'avoir des projets. Et donc on a créé les outils pour les financer. Et comme on intervenait sur des territoires très compliqués, avec en particulier Cifrance qui est tombé donc sur Calais, sur Boulogne, sur Champagne-Ardenne, dans des territoires assez difficiles, dès le début je me dis mais si on fait du financement d'entreprise traditionnel, on ne va pas y arriver. Ça suffira pas à compenser tout ce qu'on doit faire, donc il faut qu'on aille chercher des gens différents. Et j'ai été embarqué dans l'histoire du camping, qui était le premier accélérateur de start-up à Paris. La première boîte qu'on a financée en 2011 a été rachetée par Twitter en 2014. Et on s'est retrouvé à faire grandir des entreprises, des start-up. Aujourd'hui, on a accompagné, nous, 550 entreprises depuis 8 ans, dont 220 start-up. Et avec nos start-up, on s'est même créé des outils pour détecter les signaux qui nous présenteraient des entreprises à portefeuille, à potentiel. Par leurs résultats, on a même fait un livre. Alors, je vous donne en exclu, je ne vous le donne pas parce qu'il sort que demain, c'est Génération French Tech 2018, où avec des partenaires émérites comme GRDF ici et puis différents sponsors, on finance des travaux d'analyse avec plein de big data, plein de solutions que vous connaissez très très bien dans votre métier chez Talent, pour faire émerger des signaux faibles que l'on analyse, que l'on étudie pour détecter des entreprises à potentiel. Et alors justement, est-ce que le profil des entrepreneurs que vous accompagnez, est-ce que, pour faire un lien avec le sujet des multipotentiels, est-ce que vous détectez, non pas des signaux faibles, mais en tout cas des signes communs chez les entrepreneurs qui sont justement des caractéristiques des multipotentiels ? Alors, j'ai pas de certitude, j'ai une intuition. Moi, je suis dyslexique.
Moi, je suis dyslexique. A priori, j'ai les deux hémisphères qui fonctionnent, et sur la partie rationnelle et sur la partie créative. Je m'en suis rendu compte quand mes enfants ont été dyslexiques. Et ce que je remarque quand je vois mes entrepreneurs, parce que moi j'en connais personnellement 100, 150 startups que je vois, ils sont tous un peu barjots. Ils sont tous un petit peu différents. Si vous regardez un petit peu le fondateur d'Ethereum, il est autiste, directement. Et moi j'ai une intuition, mais qui sera vérifiée, et peut-être que ça pourrait être un des travaux qu'on pourrait mener ensemble. C'est que je pense que quand on était gamin et qu'on s'est retrouvé à l'école confronté au crayon, et qu'on n'y arrivait pas, que du jour on s'est retrouvé avec un clavier entre les pattes, où les lettres elles bougent pas, le P, le Q, le B, le D ils sont à la bonne place, où on se bat pas avec un crayon qu'on n'arrive pas à écrire, surtout quand on est en plus gaucher contrarié comme moi, donc beaucoup de difficultés. Eh bien je pense qu'on a une génération de gens qui se sont retrouvés avec un ordinateur et qui se sont jetés dessus, qui sont devenus très motivés et qui se sont épanouis sur le digital. Et je pense qu'une grande partie de mes entreprises à potentiel, ces gens qui sont capables sans tabou, de réinventer un modèle, de dire tiens, on va uberiser la SNCF, comme Frédéric, typiquement Mazzella. Tous ces gens-là, très clairement, il faudrait faire une étude, mais à mon avis, on doit avoir une proportion de 10 en tout genre assez importante. Dont beaucoup d'autodidactes d'ailleurs. Oui, sûrement, et pas que. Ils ont pu passer par les fourches codines des écoles, s'en sortir. Et puis ceux qui ont réussi à passer par l'informatique et à pouvoir échapper aux terribles crayons et passer sur des langues transparentes et qui s'exécutent, comme le code, ont pu faire des carrières en passant par les écoles quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit que des autodidactes. Ok, ouais, non, mais on en trouve aussi, mais effectivement, ce n'est pas que. Ok, merci à tous les trois. Donc, pour conclure sur cette première séquence, ce qu'on voit, c'est que finalement, les enjeux, les nouveaux enjeux imposent de repenser finalement les compétences et de valoriser notamment des intelligences multiples, et dont le savoir-être et les soft skills, et de s'ouvrir à des modes de fonctionnement différents qui peuvent être considérés comme étant très atypiques.